Bonjour, bienvenue à tous, à toutes. Merci d'être aussi nombreux aujourd'hui pour cette journée de réflexion consacrée au futur de l'action publique. Le thème exact de cette journée, quelle France dans 10 ans, les chantiers de la décennie. C'est un avenir forcément qui vous concerne directement, vous, étudiants en formation à l'ENA, fonctionnaires, futurs fonctionnaires, vous qui êtes et serez demain les administrateurs en charge de conduire les politiques publiques de la France. Alors nous sommes ici dans l'enceinte de l'ENA à Strasbourg, accueillis par la directrice de l'école, Nathalie Loiseau, que je tiens à remercier. Et je vais tout de suite lui céder la parole pour ouvrir cette journée d'échange avec vous. Merci. On peut applaudir la directrice de l'école. Merci. Bonjour à tous, mesdames et messieurs et chers élèves. Je me réjouis d'accueillir nos visiteurs ici aujourd'hui à l'École nationale d'administration. Je souhaite en particulier la bienvenue à Jean Pisani-Ferry et aux équipes de France Stratégie à l'origine du projet de cette journée d'études, ainsi qu'à Muriel Métivet, conseillère du secrétaire d'État à la réforme de l'État, secrétaire d'État retenu à Paris par le Premier ministre. C'est le charme de notre délocalisation à Strasbourg, c'est que le don d'ubiquité ne nous étant pas fourni, c'est parfois difficile d'être aux deux endroits à la fois. Je remercie également Raphaël Moreau d'acteur public qui a bien voulu animer cet après-midi et qui nous exposera tout à l'heure la manière dont cette séance plénière va se dérouler. L'idée de cette journée d'études est née d'une première expérience de travail en commun entre France Stratégie et l'ENA, à l'occasion du formidable travail de concertation et de prospective mené par France Stratégie pour la préparation du rapport « Quelle France dans 10 ans ». Nous avions en effet eu le plaisir de nous associer à France Stratégie et de co-organiser le débat qui s'était déroulé ici à Strasbourg fin 2013 autour de la question « Quel modèle social dans 10 ans ?» C'est donc très naturellement que nous avons eu envie de continuer à nous associer à cet effort de concertation et de prospective en participant aux suites du rapport et à la réflexion sur quelle action publique dans 10 ans. La démarche adoptée par France Stratégie et le thème retenu entre en outre très exactement en résonance avec les préoccupations et les centres d'intérêt sur lesquels l'École nationale d'administration a choisi de se concentrer, s'agissant de la formation initiale des hauts fonctionnaires et notamment des efforts déployés dans le cadre de notre propre démarche de réforme de la scolarité de l'ENA. Modernisation de l'action publique, innovation publique et prospective constituent en effet des points clés de la formation des futurs décideurs publics. L'ENA appartient certes à la catégorie très particulière des écoles d'application, mais il n'est plus question, pour autant, d'en faire un simple outil de transmission et de reproduction de savoir-faire qu'enseigneraient les plus anciens de nos praticiens à nos plus jeunes. Par la réforme de la scolarité, qui vient d'être validée par le Premier ministre, l'ENA aspire en effet non plus à apprendre à ses élèves les bonnes réponses aux défis de l'action publique, mais bien plutôt à se poser les bonnes questions. Réinventer l'action publique, dans un moment de notre histoire où jamais les attentes de nos concitoyens n'ont été à la fois aussi fortes et aussi contradictoires, s'impose comme une impérieuse nécessité pour tous les futurs décideurs que nous formons. C'est ce à quoi nous nous employons, par l'association de nouveaux partenaires à nos activités de formation, par un dialogue plus étroit entre les compétences et les expériences acquises pendant les stages et la réflexion et les enseignements à en retirer pendant la période de scolarité ici à Strasbourg, et enfin par le renouvellement de nos méthodes pédagogiques. La journée d'études que nous organisons aujourd'hui avec France Stratégie remplit l'ensemble de ces objectifs. C'est en effet en réfléchissant aux constats effectués pendant leur stage à travers le territoire, ainsi qu'aux expériences accumulées pendant leur séjour, tant à l'étranger que pendant leur période en préfecture ou en collectivité territoriale, que les élèves volontaires de la promotion Winston Churchill, que je remercie de leur implication, ont réfléchi et contribué aux ateliers thématiques qui se sont déroulés ce matin. C'est fort de ces réflexions et de ce partage qu'ils entendent vous présenter cet après-midi des propositions opérationnelles sur certaines des préconisations du rapport de France Stratégie. Et c'est avec vous tous, que je remercie d'être venus participer à ce dialogue, que ces propositions seront discutées et mises en débat, illustrant ainsi un principe et une conviction que l'école rappelle avec régularité à ses élèves. Ni l'État, ni encore moins l'ENA,
ne détiennent le monopole de l'intérêt général, et c'est en élargissant le champ de ses concepteurs, de ses coproducteurs, comme de ses évaluateurs, qu'il sera possible de réinventer et de redonner une légitimité forte à l'action publique. Il me reste à vous souhaiter un débat riche et productif et à céder la place, sans plus attendre, au commissaire général de France Stratégie, Jean Pisani-Ferry. Je vous remercie. Merci d'abord de nous accueillir, d'accueillir toute l'équipe de France Stratégie. Je voudrais simplement vous dire que je suis très heureux pour plusieurs raisons de cet événement aujourd'hui. Bien sûr parce qu'il prolonge, vous y avez fait référence, l'atelier de concertation que nous avions conduit au cours de la phase d'élaboration du rapport France dans 10 ans, mais aussi pour trois raisons un peu plus spécifiques, que j'en ajouterai peut-être une. La première, c'est que c'est un test que nous conduisons, des idées que nous avons mis en avant dans le rapport France dans 10 ans. Ces tests sont nécessaires. Les idées, les propositions ont été élaborées à travers un travail de concertation, à travers un travail de coordination, nos propres réflexions. Mais c'est très important de les éprouver. Et c'est très important de les éprouver, notamment au contact de l'expérience qui est celle des élèves de l'ENA, qui, justement, en rentrant de stage, riches de cette expérience, riches des questions qu'ils ont accumulées, des observations qui ont été faites, peuvent nous dire, ben voilà, cette idée, elle correspond à un problème qu'on perçoit, cette idée, elle passe la rampe, donc, ou pas. Hein, et donc c'est très important, effectivement, de faire ce travail. Et merci de ce qui est pour nous, effectivement, un input dans une réflexion qui, bien évidemment, continue. Le travail sur l'horizon de 10 ans, c'est un travail qui nous avait été commandé au départ de manière assez impromptue, je dois dire, par le président de la République, qui avait souhaité que je vienne introduire un séminaire de gouvernement plein milieu de l'été 2013 sur le sujet. J'ai eu un peu plus d'un mois pour m'y préparer. Heureusement, il y avait des vacances. Du coup, on s'était mis à réfléchir sur cet horizon. Et ensuite, nous avons eu la commande d'un rapport plus fourni. Et l'horizon de 10 ans est en fait, je crois, un très bon horizon, parce que c'est un horizon qui force à sortir de la reproduction de l'existant ou de l'amendement à la marge de l'existant. C'est un horizon qui invite à l'ambition, qui invite à se poser la question de savoir si on fait un investissement, si on prend le temps d'un certain nombre de réformes, comment est-ce qu'on peut atteindre un certain nombre de finalités autrement. Et en même temps, c'est pas un horizon qui conduit à s'éloigner, à s'échapper des difficultés, des questions qui nous obsèdent. Pas du tout, on ne peut pas, à horizon de 10 ans, dire, eh bien, supposons que tous les problèmes dans lesquels nous sommes sont résolus, réfléchissons aux autres problèmes qui pourraient apparaître. C'est pas comme ça qu'on réfléchit à horizon de 10 ans. On dit, nous avons un certain nombre de questions, ces questions sont lourdes, on voit bien que, en se fixant des contraintes temporelles trop courtes, on est amené à adopter des solutions qui sont des solutions qui ne sont pas nécessairement à la mesure du problème. En adoptant un horizon plus lointain, on peut se hisser à la hauteur des questions. On peut prendre le temps, encore une fois, des investissements. Donc c'est bien à l'échelle des questions qui se posent aujourd'hui à l'économie, à la société française, à l'action publique. Alors l'action publique, et c'est mon deuxième point, j'y viens, cet exercice tombe extrêmement bien par rapport à un travail qui nous a été demandé à la suite de ce premier rapport sur la rénovation de l'action publique à horizon de 10 ans. Il y a, comme vous le savez, bien sûr, un certain nombre de travaux en cours, de préparation, à la fois revue des missions, à la fois consultation, réflexion sur les transformations dans la conduite de l'action publique. Mais là encore, on peut avoir un horizon court, l'horizon des 50 milliards d'économies, ou on peut avoir un horizon plus long, l'horizon de la transformation de l'action publique. Et c'est ce volet-là qui nous a été demandé de traiter. Donc nous avons un peu reproduit la même méthode, avec pas mal de consultations, notamment en région, sur différents volets de l'action publique. Et nous sommes en phase de rédaction du rapport. Muriel Métivet, tout à l'heure, va en témoigner.
Et donc ça tombe très bien d'avoir sur un certain nombre de points qui touchent directement cet exercice aujourd'hui. Ça va nous être tout à fait utile. Et puis la troisième raison, c'est que je trouve que la méthode qu'on a adoptée, je dis d'autant plus que personnellement j'ai assez peu trempé, me paraît très bonne. C'est-à-dire l'idée d'associer les équipes de France Stratégie, des équipes d'élèves qui, par leurs intérêts, par leurs expériences, se sont groupés sur certains thèmes, de travailler ensemble, d'avoir travaillé ensemble comme ça a été fait ce matin, sur la base d'une préparation qui avait été faite par une petite équipe d'élèves de l'ENA, une plus petite équipe d'élèves de l'ENA, et puis ensuite de confronter ça dans le débat qu'on va avoir sur les différentes thématiques et en permettant en plus à chacun de s'exprimer sur des propositions, puisque le but c'est quand même d'arriver à des propositions. Donc je trouve que la méthode est bonne et j'attends beaucoup de ce qu'on va en tirer. Voilà, mon dernier point, c'est que, et ça c'est le point supplémentaire, c'est que si tout cela peut être l'occasion d'instiller un tout petit peu de folie dans ce qui parfois en manque, je crois que ça aura aussi correspondu à ce qui est notre mission et ce qui est peut-être l'attente d'un certain nombre de ceux qui sont réunis ici, sans bien entendu évidemment oublier l'opérationnalité qui est la première des exigences. Merci. Alors justement, pour instiller un peu de folie dans les propositions, dans la conduite des politiques publiques de l'avenir, nous allons avoir une après-midi découpée en 4 séquences qui correspondent à 4 groupes de travail d'élèves de l'ENA, de la promotion Winston Churchill, qui ont planché sur 4 sujets. La transformation numérique des services publics, qui sera le premier sujet qu'on va étudier, le futur des métropoles, la gestion plus efficiente de la politique du logement et la conduite des politiques de l'emploi. Les rapporteurs de chaque groupe de travail vont chacun disposer de 5 à 6 minutes maximum pour exposer leurs travaux et je compte sur les élèves de l'ENA pour respecter cet exercice très timé. Ils devront mettre en avant donc des propositions concrètes d'amélioration des politiques publiques sur lesquelles nos grands témoins seront ensuite invités à apporter un éclairage. Mais surtout, vous, public, vous aurez un rôle primordial à jouer puisque après chaque présentation des comptes rendus de chaque groupe de travail, il y aura une séance de questions avec la salle, mais aussi, et c'est l'innovation de cette journée, puisque France Stratégie l'a voulu participative, vous pourrez donner votre avis en votant pour la proposition que vous estimez la plus importante, la meilleure, grâce à un boîtier qu'on vous a remis à l'entrée de la salle et avec lequel vous pourrez donc voter. On verra au moment du premier vote comment effectuer ce vote avec le boîtier que vous avez à votre disposition. Alors entrons tout de suite dans le vif du sujet. J'appelle donc au pupitre le premier rapporteur, celui du groupe de travail sur la transformation numérique des services publics, Antoine Genel, qu'on peut applaudir. Monsieur le commissaire, madame la directrice, mesdames et messieurs, chers amis, chers camarades, le rapport Quelle France dans 10 ans prône un nouvel esprit de conquête pour les services publics en s'appuyant sur les potentialités du numérique. Nous avons souhaité formuler des propositions s'inscrivant dans cet esprit et s'attachant à être aussi opérationnel que possible. Donc de la folie, oui, mais de la folie opérationnelle. En 2 mots, la révolution numérique, c'est la diffusion, l'actualisation et le recueil instantané et gratuit de l'information. Pour la puissance publique, chaque opportunité est également un défi, notamment en termes de cohésion sociale. Le numérique crée chez les usagers des attentes nouvelles, d'instantanéité, de réactivité des services publics, mais en même temps, certains publics âgés, isolés ou précaires n'accèdent pas aux technologies et il faut en même temps continuer de les accompagner. Donc il n'y a pas de solution évidente ou facile, il y a des équilibres à trouver et nous avons voulu, par notre réflexion, vous proposer 4 principaux axes. La première proposition concerne l'offre de services publics numériques. Les démarches en ligne sont déjà assez développées en France et il faut poursuivre ce développement. Les enquêtes d'opinion montrent que c'est une attente des usagers et nous proposons donc de conduire une revue des missions des services publics pour évaluer lesquels peuvent et doivent être numérisés sur un périmètre
État, collectivités locales, organismes sociaux. Il s'agit notamment de développer, par exemple, sur les titres de séjour, sur l'état civil, sur le permis de conduire, comme cela est déjà le cas aujourd'hui sur les impôts, par exemple. Il s'agirait également de faire du site monservicepublic.fr. Qui dans la salle est inscrit sur le site monservicepublic.fr? À vue de nez, 5% de la salle. C'est le site qui centralise le plus de démarches réalisables en ligne et il n'est pas utilisé. Donc on aimerait en faire un compte personnel unique qui centraliserait toutes les informations relatives à chaque usager pour faciliter ces échanges avec les administrations et référençant l'ensemble des procédures réalisables en ligne et capable de croiser les données. On pourrait envisager d'ailleurs qu'il soit adossé à un support physique, une carte que l'on a tous, la carte électronique, la carte d'identité ou la carte vitale. Un autre axe de proposition consiste à mettre en place un accompagnement pour l'accès à ces services publics numérisés, avec des ordinateurs en libre service dans les maisons de l'État, des agents disponibles, formés et mobiles, par exemple sur le modèle des bureaux de la Poste. On ne peut pas se contenter de mettre en place un site internet et espérer que des gens viennent dessus. Il faut un véritable accompagnement des usagers. Il faut garder à l'esprit plusieurs impératifs qu'on a mis ici. La lisibilité, bien sûr, de l'offre de services publics numériques par rapport à un millefeuille de sites actuels, la proactivité des services qui pourraient contacter directement les usagers avant des échéances importantes, la compatibilité, la fiabilité, la confidentialité des données, ça nous semble des facteurs importants de confiance en ces services, et la cohérence entre les sites des services de l'État pour garantir une ergonomie et une présentation cohérente. Notre deuxième axe, et il n'est pas sans lien avec le premier, consiste à trouver les moyens de conduire les usagers à avoir recours à ces services publics numériques. En ouvrant, par exemple, des avantages pour ceux qui ont recours aux services en ligne. C'est le cas aujourd'hui pour les impôts. Vous avez des délais qui sont plus longs. C'est le cas aussi pour les amendes. Vous avez des amendes qui sont minorées si vous utilisez le paiement en ligne. Et nous pensons qu'on devrait développer ces systèmes-là. On pourrait aussi d'ailleurs directement inscrire automatiquement et de force les usagers au site monservicepublic.fr à un moment, une échéance importante, renouvellement d'une carte d'identité, renouvellement d'un passeport. On pourrait envisager de les inscrire automatiquement. Et on souhaiterait aussi développer les moyens de communication plus immédiats et personnels entre usagers et administration. C'est quelque chose qui peut être sujet à débat. Le guichet, c'est important, le téléphone, c'est important, mais l'email, le SMS, le chat, la visioconférence, c'est aujourd'hui possible pour beaucoup d'entreprises. Est-ce que ça devrait l'être dans les services de l'État? Nous le pensons. Et afin de garantir aux usagers un traitement aussi efficace de leurs demandes selon le canal utilisé, il paraît indispensable de faire de ce site dont on parlait, monservicepublic.fr, finalement une plateforme qui serait un dossier individuel pour tous les agents et pour tous les usagers qui pourrait historiser les échanges multicanaux de l'administration avec l'usager. C'est ce qui se fait aujourd'hui chez Pôle emploi, chez l'UNEDIC. Il faudrait que ça se fasse pour l'ensemble des services de l'État, que chaque service soit capable de voir l'ensemble des échanges qui a eu lieu entre un usager et une administration. Le troisième axe concerne l'usage du numérique au sein des administrations elles-mêmes. Il est important, à notre sens, d'outiller les services publics avec de nouveaux systèmes, avec du matériel, et avec un effort de formation et de sensibilisation partout sur le territoire. Évaluer les systèmes utilisés en administration pour développer de nouveaux systèmes qui permettraient aux agents d'être plus efficaces et plus liés les uns aux autres. Il n'existe pas aujourd'hui, à l'échelle interministérielle, de système unique de travail en ligne, de travail collaboratif en ligne. À notre sens, ça devrait être un premier axe de travail. Il faudrait par ailleurs tirer les conséquences de l'expérience Chorus et s'appuyer sur des cycles de développement de logiciels plus courts, se basant sur l'expérience et les retours des utilisateurs à toutes les phases de développement, plutôt qu'une logique de tunnel où on développe un logiciel pour se rendre compte 3 ans plus tard qu'il n'est pas satisfaisant pour les utilisateurs qui l'utiliseront au quotidien. Ça, c'est le point de vue logiciel. Du point de vue plus matériel, nous suggérons de généraliser l'attribution de tablettes et de smartphones aux agents en interaction avec les usagers, les policiers, contrôleurs, inspecteurs, afin d'accélérer les délais de traitement et soutenir les agents dans ce travail-là en leur permettant de plus facilement télétravailler avec un soutien logistique qui doit venir derrière. Enfin, dernière proposition de cet axe, structurer l'ingénierie numérique par l'État au niveau des territoires. Les collectivités locales n'ont pas la taille critique, généralement pas la taille critique pour se lancer dans des projets informatiques. Elles utilisent des structures de mutualisation informatique. Il serait important de soutenir, d'offrir un soutien juridique et technique à ces structures pour soutenir les projets des collectivités et promouvoir les bonnes pratiques, par exemple en termes d'interopérabilité.
Et pour finir, la proposition numéro 4, elle est un peu plus prospective. C'est 2 axes dont on avait envie de vous parler. Tout d'abord, le big data, l'utilisation des données. Le big data modifie la façon dont l'État délivre les services publics. L'État met aujourd'hui à disposition, au travers d'État Lab, les données publiques. Il faut continuer à le faire, mais au-delà de les mettre à disposition, il faudrait aussi les exploiter, ces données. Et les exploiter non seulement les données publiques, mais également les données issues des sites internet privés. Par exemple, les données issues de Google. On peut aujourd'hui avoir une photographie en temps réel des préoccupations des usagers et vraiment anticiper les crises en exploitant les données qu'on trouve sur les moteurs de recherche. Quelles ont été les dernières choses qui ont été le plus recherchées sur Google ? Voilà quelque chose qui peut guider les pouvoirs publics dans la gestion des services publics. Deuxième sujet, hier a été présentée une montre connectée par un célèbre fabricant informatique. L'Internet des objets est une filière d'avenir. Pas seulement de la montre, mais également de la balance connectée, des automobiles. France Stratégie a dédié une note récemment et ce secteur, pour nous, doit faire l'objet d'un réel soutien. C'est une filière d'avenir du point de vue de l'économie. Et derrière cette filière d'avenir pour laquelle il faut prévoir des financements et des réglementations, il faut soutenir son émergence et tirer toutes les conséquences qu'elle peut avoir pour le secteur public, en particulier pour le domaine de la santé, le domaine de la mobilité. L'émergence de ces capteurs connectés en permanence change radicalement la façon d'apporter des biens publics comme la santé aux usagers. J'en ai presque fini. On avait une proposition complémentaire qui est celle de la gouvernance. Il n'y a pas de gouvernance unique aujourd'hui. Il ne devrait pas y avoir de structure unique qui déciderait pour tout le monde de ce qui doit être fait au niveau numérique, mais on pense qu'il devrait y avoir une structure de concertation. Il y a des sujets qui sont très différents, la fracture numérique, la cybersécurité, la protection des données, la lutte contre la contrefaçon des contenus culturels. Tous ces sujets-là, à notre sens, sont interministériels, ils sont transversaux, ils doivent être discutés au sein d'une instance unique de haut niveau, qui doit absolument mettre en place des grands principes sur ce que devra être demain l'utilisation des données, par exemple, par les services publics. Voilà, les 4 plus 1 propositions que nous voulions formuler. Je remercie tous les participants de l'atelier sur le numérique, ainsi que Édouard Dambrine et Félix Blossier pour ces travaux. Merci beaucoup. On remercie aussi Lionel Janin, chargé de mission au département développement durable de France Stratégie, qui a assumé la mission de référent pour ce groupe de travail. Et alors sur ce sujet, j'aimerais donner tout de suite la parole à Muriel Métivé, puisque au sein du secrétariat d'État de Thierry Mandon, vous vous occupez du lourd dossier de la transformation numérique de l'État. Alors on a évoqué l'identifiant numérique unique pour le service public, c'est un peu à l'image d'un projet qui est en train de se développer. Quelle réaction vous avez par rapport au travail qui a été réalisé par les élèves ? Alors, vous m'entendez ? Oui, c'est bon. La première réaction, c'est d'abord que le groupe est vraiment très très ancré dans les chantiers en cours, donc ça c'est plutôt agréable de voir qu'effectivement on est vraiment en plein dans les préoccupations de Thierry Mandon, du SGMAP, notre administration. Avec beaucoup de bonnes choses. Alors effectivement, je vais réagir juste sur quelques points. Sur l'offre de services publics de plateforme, on a un projet qui s'appelle France Connect, qui est en cours de développement, qui est un peu le Facebook Connect en fait, qui va... Alors si vous connaissez Mon Service Public, mais j'ai vu qu'il n'y avait pas grand monde dans la salle qui était dessus. Alors n'y allez pas tout de suite, attendez que France Connect se mette en place d'ici quelques mois, ce sera beaucoup plus simple, parce que Mon Service Public, c'est quelque chose qui est une fédération d'identité. Vous savez qu'en France, on peut pas avoir d'identifiant unique pour tous les services publics, avec l'interdiction d'avoir une base de données qui identifie un administré avec un identifiant unique, ce qui pourrait effectivement permettre des croisements de base. Ça existe dans d'autres pays, mais en France, ça n'existera pas. Donc, Mon Service Public, on avait une fédération d'identité. Donc, quand vous allez sur votre compte, il faut créer des liaisons avec Amélie pour la CPAM, avec la CAF, etc. Donc, il y a un coût d'entrée dans le dispositif qui explique sûrement le fait que Mon Service Public soit effectivement pas très utilisé. Et je crois que le petit sondage à main levée le démontre. L'idée de France Connect, c'est effectivement que quel que soit le service sur lequel vous entrez, que ce soit les impôts, la CAF, etc., on vous reconnaisse effectivement à travers une plateforme et un identifiant unique.
Ce qui va permettre effectivement que si vous allez sur Internet pour faire vos impôts, et puis la fois prochaine vous allez sur la CAF, ce sera beaucoup plus simple et il n'y aura pas le coût d'entrée dans le dispositif Mon Service Public. Donc ça c'est un projet qui est effectivement très structurant parce que on en attend un développement effectivement de l'usage des services publics. On est assez bon en France sur les services publics en ligne. Je pense qu'il y a pas mal de classements assez récents d'ailleurs qui l'ont démontré. Le taux d'usage reste encore très perfectible, c'est-à-dire qu'en gros, pour faire simple, on a une offre qui est plutôt pas mal et des usages qui sont plutôt décevants. Alors probablement que l'État communique assez mal sur ce qu'il fait. Je pense qu'effectivement, il y a un certain nombre de démarches qui sont pas très très connues. Et puis il y a effectivement ce sujet de voilà des identifiants et des mots de passe à retenir. Donc France Connect va probablement apporter pas mal d'améliorations à tout ça. Je vais pas reprendre tous les points sur le cycle court effectivement de développement de logiciels. On a connu un certain nombre de projets informatiques assez longs, assez coûteux, qui n'ont pas été faits dans les temps, etc. Nous, on essaye de prendre le contre-pied de ça, effectivement, avec en effet des développements très, très agiles et en cycle court. Et un exemple, c'est le portail que j'espère tout le monde connaît, data.gouv.fr, qui lui a été développé en mode un peu start-up d'État. Ce qui fait qu'en quelques semaines, on a développé un portail totalement différent et on est effectivement très loin d'un certain nombre de projets informatiques qui sont conduits de manière très séquentielle. Là, on est sur quelque chose de très agile et surtout qu'on teste très 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 vite avec les utilisateurs et pour effectivement supprimer l'effet tunnel qui fait que on part dans des développements et que quand on aboutit 2 ou 3 ans après, finalement, les besoins des utilisateurs ont changé et puis on est tout de suite obsolète. Je vais peut-être m'arrêter là pour l'instant pour laisser réagir Jean Pisani-Ferry et Nathalie Loiseau et puis on verra s'il y a d'autres points. Oui, peut-être monsieur Pisani-Ferry sur des comparaisons internationales sur ce sujet. Peut-être que les exemples de ce qui se fait dans d'autres pays européens peuvent être assez parlants. Oui, moi je suis d'accord avec ce qui est proposé là. En même temps, si je réfléchis à 10 ans, je me dis est-ce qu'on vise pas un peu court? C'est-à-dire, est-ce que on sous-estime pas le potentiel de transformation du numérique? Les propositions, elles sont construites à partir de ce qui existe largement et en disant comment améliorer l'accès à ce qui existe déjà. Mais le numérique, c'est le potentiel de transformation de ce qui existe déjà. Pourquoi? Parce que d'abord, je pense qu'il change profondément les attentes. Il remodèle la manière dont chacun d'entre nous vit ce que c'est qu'un service, c'est-à-dire avec une demande de personnalisation, d'immédiateté, d'accès, enfin, tout ce que chacun d'entre nous utilise quotidiennement modifie profondément l'attente qu'on a à l'égard d'un service public qui est construit sur un autre modèle, qui est un modèle beaucoup plus d'uniformité de l'offre. Ça change beaucoup les frontières entre public et privé, ou entre public et public. Prenez un exemple, par exemple, sur les offres de formation en ligne. Le monopole qui existait disparaît par le fait que je ne sais pas demain si les étudiants, enfin vos successeurs, vont aller se connecter sur des cours en ligne francophones français, ou bien canadiens, ou bien suisses, ou bien belges. Donc on a une concurrence qui s'introduit entre administrations publiques dans des domaines qui étaient traditionnellement des domaines de monopole. Et on peut multiplier les exemples de ce type. Donc il me semble il faut penser aussi cette dimension de transformation. Il n'y a pas de raison qu'elle s'arrête aux frontières du service public, alors qu'on voit bien que partout où c'est arrivé, il y a eu des transformations profondes. Donc c'est pas pour dire qu'il ne faut pas faire ça, mais il faut aussi aller un cran plus loin. Alors, vous disiez, vous évoquez les exemples étrangers, je l'évoquais tout à l'heure à déjeuner, l'exemple des pays émergents ou de certains pays moins développés en Europe comme le Portugal, qui ont introduit des transformations extrêmement importantes. L'Inde est en train d'équiper l'ensemble de la population indienne en carte d'identité qui sera en même temps une carte d'accès aux transferts sociaux et en même temps une carte de paiement. Donc cette population qui n'avait pas accès aux services publics par le fait qu'il était très distant, qu'il y avait une sous-administration ou une bureaucratie qui était impénétrable aux besoins des usagers, sont en train de développer un modèle d'accès universel qui va permettre de faire des transferts sociaux individualisés sur ce qui sera la carte d'identité de chacun. Donc voilà, c'est ça qui se déroule autour de nous et il me semble qu'il faut aussi penser en ces termes.
Madame Loiseau, justement, sur l'autre point qu'on n'a pas réévoqué, qui était la question des méthodes de travail et du management public, qui vous concerne directement. Comment peut-on faire pour, comme le souhaite Thierry Mandon, infuser davantage la culture numérique au sommet, à la tête des administrations ? Oui, celui-là marche, merci. J'ai été très intéressée d'entendre les propositions. Un peu comme Jean Pisani-Ferry, je pense qu'il faut aller plus vite que l'offre à laquelle on réfléchit actuellement, et il faut au moins essayer d'aller aussi vite que les usagers, voire essayer d'avoir un cran d'avance. Moi, ce qui me frappe, c'est que pour le moment, on réfléchit encore beaucoup dans l'idée de rendre plus accessibles des services publics à des usagers, et pas complètement dans l'idée de coproduire du service public, ce qui est une direction vers laquelle on souhaite tous aller et que le numérique facilite. Il me semble que l'un des axes de réflexion et l'un des axes d'action, c'est faire en sorte que usagers, particuliers, entreprises, autres collectivités publiques, qu'elles soient territoriales ou qu'elles soient institutions européennes, doivent pouvoir coproduire avec l'État du service public, et on doit pouvoir se servir du numérique pour ça. C'est pas absent de ce que vous avez décrit, mais je pense qu'il faudrait l'inclure davantage. Inclure aussi davantage l'idée que la transformation numérique dans l'État n'est pas l'affaire de quelques spécialistes qui seraient les experts et qui proposeraient aux managers des services numérisés, mais c'est vraiment concevoir aujourd'hui l'ensemble des politiques publiques dans leur dimension numérique et faire en sorte, notamment dans une école comme celle-ci, que on ne pense pas que la question numérique soit réservée à des techniciens, à des maîtres d'œuvre, et que on l'intègre dans le raisonnement des décideurs publics. Ça a des conséquences sur beaucoup d'aspects de ce qui a été jusqu'à présent la fonction publique traditionnelle. Ça a des conséquences sur la notion de responsabilité de l'agent public, ça a des conséquences sur le système de validation hiérarchique des décisions publiques. Sont des dimensions sur lesquelles on est encore au début de la réflexion, mais en réalité, les évolutions vont plus vite que notre réflexion, et il est temps qu'on arrive à se mettre à niveau. Alors, est-ce que la salle va réfléchir aussi plus vite que le service public sur la question numérique ? On va prendre quelques questions, si vous en avez, sur le groupe de travail sur cette transformation numérique des services publics, à la fois du côté usager et agent. Est-ce que dans la salle, quelqu'un a une question à poser, que ce soit à Antoine qui a dirigé le groupe de travail, à son référent Lionel Janin au niveau de France Stratégie, ou au grand témoin que nous avons ici? Alors les premières questions sont toujours difficiles, on en a une là-bas. Je vais vous demander simplement de bien vouloir vous lever, de vous présenter et de bien parler dans le micro. Merci. Bonjour, Martin Chalut, élève de l'ENA. Vous avez évoqué la question du croisement des données, notamment, donc, je pense que vous faites référence à la réglementation CNIL. Il se trouve que c'est parfois un obstacle à la connaissance. Moi, j'ai souvenir dans le domaine où je viens, la justice des mineurs, d'un éducateur qui a voulu faire des études sur des parcours de jeunes qui ont mis en échec l'institution, en récollant des parcours judiciaire, mais qui après a eu droit des remontrances de la CNIL et de sa hiérarchie. Donc finalement, les raisons sont légitimes, mais on préfère rester dans l'ignorance d'une politique, du dysfonctionnement du politique public plutôt que croiser ces données. Croisement des données, ça permet aussi la lutte contre la fraude. Et puis enfin, du point de vue de l'usager, on en parlait tout à l'heure, ça peut être apporter des services beaucoup plus simples, puisque nous avons déjà tous un identifiant unique, c'est le numéro de sécurité sociale. Donc moi, mon rêve en tant qu'usager, en tant que citoyen, ce serait de pouvoir me connecter partout avec mon numéro de sécurité sociale, que ce soit des questions de sécurité sociale ou d'impôts, etc. Donc est-ce qu'il y a une perspective ou des réflexions sur une modification de la réglementation CNIL? Et puis, une deuxième petite question subsidiaire, on a parlé de l'accès des données et de leur traitement. Je crois qu'il y a aussi une grande question qui est l'archivage et la mémoire. Voilà, comment on retrouve les données, comment on perd pas la mémoire du travail qui est accompli, comment on capitalise. Et voilà, et là-dessus, je pense aussi on l'a pas abordé dans la présentation. Merci. Peut-être sur la question des données et de le travail qui est en cours justement là-dessus. Il y a un projet de loi qui doit être présenté dans l'année.
qui doit évoquer particulièrement cette question des données personnelles, Muriel Métivé? Oui, moi je ne vais pas répondre effectivement sur la réglementation, parce que je crois que la réglementation elle évolue au fur et à mesure où les usages évoluent. Vous évoquiez la justice, ce que vous dites est très vrai aussi en matière de travail social. Par rapport à des publics assez vulnérables qui vont à la CAF, qui vont à la CCAS de leur commune, etc. Et on s'aperçoit qu'il y a plein d'intervenants sociaux qui connaissent en fait un certain nombre de publics, mais ils peuvent pas croiser, alors ne serait-ce que des données d'état civil, donc les personnes sont obligées de redonner 1000 fois leur situation familiale, les ressources dont ils disposent, etc. Et puis surtout, effectivement, c'est aussi un frein quelque part à une analyse un petit peu plus partagée des situations. Donc en tout cas, dans le domaine social, par exemple, on a les états généraux du travail social qui vont traiter effectivement des échanges de données entre professionnels de l'action sociale dans un cadre de confiance. Il faut évidemment se donner un certain nombre de règles, de confiance, mais je pense que là-dessus, on évolue. Sur la fraude, là aussi, je pense que le croisement des données, effectivement, se développe, et puis on développe aussi, enfin, de manière un peu expérimentale et exploratoire, tout ce qui est utilisation justement du big data pour mieux repérer les risques de fraude, que ce soit en matière fiscale ou en matière sociale. Sur l'identifiant unique, c'est vraiment le projet France Connect, donc vous pourrez vous connecter avec un identifiant unique à tous les sites qui proposent des démarches en ligne. Et puis enfin, sur l'archivage de la mémoire, c'est effectivement un point qui est très important parce que on a en fait, je pense qu'il y a des règles de conservation des documents papier, mais de plus en plus, que ce soit dans les administrations, dans les cabinets, on travaille plus à partir de papier, on s'échange des mails, etc. Et donc là, il y a un vrai problème de conservation effectivement de ces choses-là, des données. Et on a lancé pas plus tard qu'hier. Thierry Mandon était avec Flore Pellerin pour lancer un projet qui s'appelle Vitam, qui est justement un projet d'archivage numérique. Qui va permettre de conserver, de beaucoup mieux conserver toutes les données, les documents numériques qui aujourd'hui font pas vraiment l'objet de règles de conservation systématiques. Et c'est un projet qui est financé dans le cadre du PIA, donc du programme d'investissement d'avenir. Merci. Une autre question de la salle, peut-être? Oui. Oui, bonjour. Olivier Cos, je suis chargé d'observation sociale et d'évaluation des politiques sociales à la communauté urbaine de Strasbourg, enfin Eurométropole, pardon, Eurométropole de Strasbourg. Et par ailleurs, également, je suis docteur en informatique, donc les questions de croisement des problématiques informatiques avec les questions sociales m'intéressent évidemment. Et ma question sera le lien entre les questions éthiques et dire de démocratie et d'efficacité. L'efficacité suppose, tel qu'on l'a entendu jusqu'à présent, un identifiant unique. La démocratie suppose la liberté, le respect de la vie privée. Et donc il y a comme une situation antinomique avec ces deux objectifs qui sont de respecter, de promouvoir la démocratie, de la développer, et de faire qu'elle reste active et perçue comme réelle par les citoyens, et aussi développer une meilleure efficacité des services publics. Je pense que la question de l'identifiant unique, c'est comme si on voulait recentraliser une France qui a voulu se démocratiser en se décentralisant. Centraliser l'action publique ou centraliser les systèmes d'information, c'est la même chose. ARPANET, le réseau Internet, s'est développé historiquement en promouvant la décentralisation, donc le fait d'avoir des systèmes indépendants et interconnectés pour répondre au défi d'une menace nucléaire. La décentralisation au sens de la non-unification des identifiants peut répondre aussi à une menace sur la démocratie. Imaginez une collectivité qui soit menée par un parti qui respecte plus ou moins bien la démocratie. On peut imaginer toutes les dérives qui pourraient s'en suivre s'il y avait effectivement identification unique et non-anonymisation des données relatives par exemple aux questions sociales. Qu'en pensez-vous ?
donc sur cette tension entre efficacité des politiques publiques et démocratie, respect de la vie privée. Monsieur Pisani-Ferry, vous vouliez répondre? Merci. Je crois qu'on est tous évidemment très attachés à ces garanties. La France a la mémoire du fichier juif, de la même manière que l'Allemagne a aussi des mémoires de fichage, et donc c'est très présent. Maintenant, les menaces aujourd'hui, me semble-t-il, ne viennent pas tellement de l'identifiant unique. Les menaces, elles viennent du fait que le cadre juridique que nous avons est complètement obsolète par rapport à l'usage des données individuelles, et que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que chacun d'entre nous donne accès à des données qui le concernent, à des tiers qui vivent sous un régime, enfin qui opèrent sous un régime juridique qui n'est pas le nôtre, et que ça, il n'y a absolument aucune protection. Et il y a, de la part de chacun d'entre nous, une certaine inconscience à cliquer sans avoir regardé les conditions générales du contrat qui s'applique à la fourniture des données, et à donner accès à des données qui ensuite se promènent, qui vont nous suivre, qui vont amener à ce qu'on va de plus en plus personnaliser les offres qui nous sont faites. Il me semble que c'est beaucoup plus ça la question. Bon, alors, reste évidemment la question de connexion des données publiques, des fichiers de données publiques et de la protection par rapport à cela. Mais d'abord, il est possible de faire des choses, y compris en préservant la séparation des fichiers. L'exemple du Portugal, pays qui a introduit une carte d'identité qui est en même temps une carte de lecteur, qui est en même temps une carte de sécurité sociale. C'est la même carte, mais ça renvoie à des fichiers différents. Et donc, en fait, il n'y a pas de connexion entre les fichiers, même si, du point de vue de l'utilisateur, il y a un seul outil d'accès. Et puis, deuxièmement, encore une fois, réfléchissons à la fois à cet aspect de gros fichiers de données publiques, mais à la fois aux questions nouvelles. Et donc, ça veut dire inévitablement de faire évoluer le cadre juridique d'une manière qui trouve le bon équilibre pour aujourd'hui. Merci. Je crois qu'on va passer directement à la phase de vote parce que le temps file déjà très vite. Chaque sujet pourrait avoir une après-midi entière consacrée à débattre sur la question. Mais on va passer à la phase de vote pour ce premier sujet sur les services publics numériques. Alors d'abord, on va vous expliquer concrètement comment se servir du boîtier, le boîtier que les participants ici sur scène ont également et qui vont pouvoir également voter. Alors il n'y a rien de plus simple, il faut l'allumer avec la touche en bas à droite du boîtier. On est en plein dans le service numérique là, hein, attention. Voilà, on va tester votre agilité. Vous l'allumez en bas à droite. Normalement, vous avez un message qui s'apparaît sur l'écran et qui dit que vous êtes prêt à voter. Vous appuyez sur la proposition. On va vous faire plusieurs propositions hein, qui vont être numérotées de 1 à 4, 5. Vous appuyez sur la proposition que vous préférez, que vous estimez la plus importante parmi celles qui ont été exposées par le groupe de travail. Et ensuite, vous avez 30 secondes. Il est toujours temps de changer le vote en appuyant sur un autre chiffre. L'important, c'est que vous receviez le message « Received » en anglais, en bon anglais, sur votre écran de boîtier. J'espère que tout le monde a compris la démarche. On va tester tout de suite. Est-ce qu'on peut nous afficher les premières propositions, voilà, du premier groupe sur les services numériques? Alors, nous avions comme première proposition poursuivre le développement de l'offre de services publics numériques sur des plateformes en ligne. 2. Développer les incitations au recours aux services publics numériques du côté usager. 3. Mieux outiller les services publics, hardware, software, pour se saisir des opportunités du numérique. 4. Tirer parti des nouveaux outils offerts par le numérique. On a parlé des données et des objets connectés. Et enfin 5. Engager une réflexion relative à la gouvernance pour l'action de l'État en matière de numérique. Vous avez tout de suite 30 secondes pour voter. C'est presque de la télé-réalité politique publique directe. Voilà. Il vous reste 15 secondes pour changer encore de vote. Ah, vous pouvez appuyer sur un autre numéro. Dès que vous appuyez sur un autre numéro, ça change le vote. Alors, et là, la magie de la technologie fait que on doit avoir les résultats tout de suite. Ah ben voilà. Et donc, la proposition qui l'emporte, c'est la proposition 1. Poursuivre le développement. Alors, ça s'inscrit dans la continuité, hein, il n'y a pas de grande folie là-dessus.
30% de la salle s'est exprimée pour poursuivre le développement de l'offre de services publics numériques ou des plateformes en ligne telles que monservicepublic.fr. C'est assez intéressant. Et la dernière proposition, celle qui marche le moins, c'est la 5e, qui est pourtant un enjeu essentiel, la gouvernance du numérique pour améliorer l'efficacité de l'État. Et avec en 2, voilà, les incitations au recours aux services publics numériques du côté usager. Merci beaucoup pour ce premier vote. On va remercier Antoine Genel et Lionel Janin d'avoir retranscrit ces débats. Merci beaucoup.